Persécutés, opprimés, internés. Depuis plus de 10 ans, le gouvernement chinois resserre son étau autour de la population ouïghour dans la province du Xinjiang. Mais pourquoi une telle répression? Et comment la combattre? On en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on plonge au cœur de l'oppression systématique exercée par les autorités chinoises sur le peuple ouïghour. Pour en parler, j'accueille Sumretai Arkin. Bonjour. Bonjour Damian. Tu es vice-présidente du Congrès mondial des Ouïghours, une organisation qui représente la diaspora ouïghour à travers le monde et dont le siège est à Munich. Tu as été distinguée en 2024 par le prestigieux prix Roosevelt des 4 libertés pour ton engagement en faveur des droits humains. Sumretai, tu es donc ouïghour, exilé au Canada à l'âge de 10 ans. Maintenant, tu vis en Allemagne. Quels sont les événements marquants qui ont motivé ton combat? C'est une très bonne question. J'ai grandi, donc je suis née à Urumqi, la capitale de la région, et je suis, comme tu l'as dit, j'ai immigré au Canada avec ma famille à l'âge de 10 ans. Et toute ma vie, je crois, les années où j'ai passé ma jeunesse dans la région ouïghour, je savais que j'étais ouïghour, je connaissais mon identité ethnique et religieuse, mais pour tout ce qui était notre histoire en tant que peuple ouïghour, on l'a pas appris à l'école. Donc, nous, c'était vraiment l'histoire chinoise, l'histoire communiste. Et une fois que j'ai immigré au Canada, c'était vraiment grâce à mon père que j'ai dû apprendre un peu plus sur mon identité. Et je pense que le premier événement qui m'a vraiment marqué, c'était l'été 2009. Donc, le 5 juillet 2009, il y a eu des manifestations qui ont commencé dans la capitale de la région. Et en fait, c'était l'été où on prévoyait retourner visiter de la famille. Donc, notre première fois après avoir immigré au Canada. Et donc, nous, on était très contents de pouvoir revoir la famille. Par contre, ce qui s'est passé les jours qui ont suivi, c'était vraiment très tragique parce que, des milliers d'Ouïghours se sont mobilisés dans les rues de la capitale pour manifester le régime oppressif, les politiques discriminatoires à l'encontre de la population ouïghour. Et ce qui s'est ensuivi, c'était vraiment une réponse très forte de la part du gouvernement chinois, donc qui a vraiment réprimé tous les manifestants, détentions arbitraires, disparitions aussi. Et on est arrivé en plein milieu de tout ça. Donc, c'était vraiment je me souviens, à l'époque, il y avait aussi BBC, CNN qui enquêtaient sur la question. Et on est arrivé à l'aéroport de Beijing le 6 juillet et on s'est fait profiler en raison de notre identité ethnique. Mm-hmm. Et quand on est arrivé, l'aéroport était fermé, il n'y avait personne. Et en fait, les chauffeurs, il y avait seulement un chauffeur chinois qui prenait tous les arrivants et il a refusé de nous embarquer parce qu'on était ouïghours. Donc, on avait été vraiment discriminés pendant toute la durée de notre voyage. Et lorsqu'on a finalement réussi à arriver, il y avait plein de policiers qui attendaient et on a dû courir pour rentrer chez nous en plein milieu de la nuit. Et on n'est pas sortis, en fait. On était en quarantaine pendant au moins 3 semaines parce que, les policiers chinois, ils étaient en train d'arrêter tous les Ouïghours dans la rue. Et donc, c'était vraiment un épisode très noir dans ma vie, aussi d'adolescence. Et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible que les Ouïghours se fassent traiter de cette manière alors qu'on vit dans notre propre territoire, alors que c'est notre propre pays, notre propre région, et on se fait traiter de façon comme si c'était un état d'apartheid, en fait. Et du coup, quand je suis retournée au Canada, je me suis dit qu'il fallait que je sois vraiment impliquée au sein de ma communauté. Et c'est vraiment là que j'ai commencé. Et je pense que c'est vraiment les événements qui ont marqué ma vie et qui ont mené à ce que je m'implique davantage au niveau international, notamment. Et tu t'impliques aujourd'hui au sein du Congrès mondial des Ouïghours. Quelles sont les méthodes employées par le gouvernement chinois pour réprimer le peuple ouïghour? Donc, le gouvernement chinois a employé à travers les années plusieurs méthodes. Donc, les Ouïghours, on a vécu dans un système de discrimination, systématique. Mm-hmm. Et c'est une des raisons pour laquelle mes parents ont décidé de quitter aussi.
Par contre, en 2017, c'est vraiment là que ça s'est vraiment aggravé, puisque le gouvernement chinois, depuis 2014 et 2015, ont introduit peu à peu des lois. De la pratique donc de l'islam a été définie comme acte de terrorisme ou acte d'extrémisme. Donc, sous ces lois, le gouvernement a donc arrêté en masse des Ouïghours. Donc, on estime aujourd'hui jusqu'à 3 millions d'Ouïghours qui sont internés, Ouïghours et d'autres peuples turcophones, qui sont internés dans ces camps de concentration depuis 2017 parce qu'ils sont Ouïghours, de leur appartenance ethnique et religieuse. Et donc, si on regarde un peu les fichiers qui ont été publiés à travers les années, les gens qui, par exemple, ont prié 5 fois par jour, donc c'est un des piliers de l'islam, les gens qui ont fréquenté des mosquées ou qui ont jeûné pendant le ramadan, qui ont voyagé dans des pays musulmans ou des femmes qui ont eu trop d'enfants, ce sont tous des raisons valables sous ces lois pour détenir ces Ouïghours. Et avec ça, en parallèle, il y a eu un système de surveillance qui a été mis en place par le gouverneur Chen Chong-guo à l'époque, donc en 2016. Ça comprend donc les checkpoints qui sont des checkpoints physiques dans les rues, les caméras de surveillance qui sont un peu partout, mais aussi le téléphone cellulaire. Donc, toutes les informations, les détails qui sont en lien avec la vie privée des gens, donc ta consommation d'électricité, ta consommation d'eau, tout ça est enregistré dans une base de données qui est donc envoyée dans une base de données centrale. Donc, ça s'appelle le système IJOP, Integrated Joint Operation Platform. Et tout est enregistré. Donc, le gouvernement peut surveiller de près chaque personne, tous leurs mouvements, toutes leurs habitudes de vie et les détenir par la suite. Et donc, avec ça est venue aussi la politique de stérilisation forcée qui a contraint les femmes ouïghours de l'âge de entre 18 et 55 ans de subir des opérations pour justement les stériliser. Le gouvernement l'a expliqué de cette façon. Pour les femmes ouïghours doivent s'émanciper. Elles doivent être libérées de leur rôle traditionnel de femmes de ménage ou femmes au foyer. Et donc, par cette politique, le gouvernement encourage les femmes ouïghours à s'émanciper. Mais c'est vraiment un narratif paternaliste de la part du gouvernement. Ça vient vraiment des officiers qui sont haut placés. Donc, avec ça aussi, il y a eu les orphelinats, donc les enfants ouïghours. Donc, on a enregistré au moins 1 million d'Ouïghours, des enfants ouïghours qui sont internés dans des orphelinats. Ça nous rappelle un peu aussi l'histoire des Autochtones au Canada ou aux États-Unis ou en Australie, par exemple. Donc, c'est vraiment dans le but de assimiler les enfants ouïghours, de les séparer de leur famille, de leur culture et de leur religion et de les élever en tant que parfaits citoyens chinois. Donc, avec ça, c'est tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Par contre, depuis 2017, ces politiques ont beaucoup affecté la diaspora ouïghour qui vit à l'extérieur aussi, parce que depuis 2017, la diaspora ouïghour a perdu toute connexion avec l'intérieur. Donc, depuis 2017, par exemple, moi, je n'ai plus de contact avec les membres de ma famille. Plus aucune communication, ni texto, ni appel, ni vidéo. Ce n'est tout simplement pas possible. Et c'est vraiment la réalité vécue de tous les Ouïghours qui sont dans la diaspora. Donc, c'est vraiment un moyen de isoler complètement la population ouïghour à l'intérieur pour les séparer du monde extérieur, mais aussi de s'échapper un peu de la punition de la communauté internationale aussi. En tout cas, les méthodes que tu décris font vraiment froid dans le dos. Comment tu expliques une telle répression? C'est quoi l'objectif des autorités chinoises? C'est une très bonne question. L'objectif, c'est vraiment l'assimilation totale. Donc, le gouvernement chinois espère assimiler la population ouïghour au niveau de leur religion, au niveau de leur culture, de leur langue aussi, puisque, depuis les années 90, le gouvernement a aussi commencé des politiques d'éducation bilingue. Par contre, cette politique, même si elle paraît très positive, en réalité, c'est vraiment une façon d'éliminer la langue ouïghour du curriculum. Donc, aujourd'hui, si on regarde un peu la politique
actuelle, les étudiants ouïghours n'ont plus accès à l'éducation dans leur langue maternelle, ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, ni au niveau universitaire. Donc, c'est vraiment une façon d'assimiler les Ouïghours, puis d'adopter un style de vie chinois. Si on regarde aussi, par exemple, les politiques de mariage forcé entre les femmes ouïghours et les hommes Han, c'est jamais le contraire, c'est vraiment dans le but, justement, d'assimiler. Et donc, ces mariages sont aussi subventionnés par le gouvernement et encouragés. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est dans le but d'assimiler, de faire oublier un peu l'histoire ouïghour, l'identité ouïghour. Mais en fait, si on regarde ça, de façon générale, ce n'est pas seulement les Ouïghours qui vivent sous ces politiques. C'est aussi la communauté tibétaine, le peuple tibétain, le peuple mongol, donc dans la Mongolie intérieure. En fait, dans la Mongolie intérieure, ces politiques ont vraiment bien marché parce que aujourd'hui, il y a très peu de population dans la région qui parlent vraiment leur langue et qui pratiquent aussi leur culture. J'ajouterais à ça que il y a le projet Belt and Road Initiative, donc la nouvelle route de la soie, qui est un projet d'infrastructure très stratégique pour la Chine, puisque ça connecte la Chine au reste du monde, notamment par le biais des liens ferroviaires, mais aussi parce que ça passe exactement par notre région. Et donc, on a aussi toutes les ressources naturelles. C'est vraiment aussi de pouvoir contrôler les ressources naturelles, la richesse, puisque c'est un tiers du territoire chinois aussi. Donc, c'est vraiment une question de richesse également. De géopolitique, de ressources et de lutte pour le territoire. Si les sujets que nous traitons dans ce podcast vous tiennent également à cœur, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à vous abonner. Merci pour votre soutien. Tu mènes ton combat du coup au sein du Congrès mondial des Ouïghours. Quelles sont les actions que vous menez de par le monde? Donc, les actions principales de notre organisation, c'est vraiment le plaidoyer international. Le Congrès mondial des Ouïghours, c'est vraiment une organisation qui représente les intérêts communs de la population ouïghour, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et en fait, c'est comme une organisation parapluie. Donc, on travaille avec beaucoup de partenaires, au moins 20 pays dans la diaspora. Donc, on travaille, nous, au niveau international, en faisant du plaidoyer international auprès des gouvernements, mais aussi des institutions non gouvernementales, des institutions internationales comme les Nations unies, mais aussi au sein de l'Union européenne, en allant devant le Parlement européen, en rencontrant les députés qui sont au Parlement européen. Au-delà de ça, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de travail au sein de la communauté aussi pour renforcer notre travail, mais aussi préserver notre identité culturelle et religieuse, puisque le gouvernement est en train d'éliminer ça dans notre propre pays. On fait beaucoup de travail d'assistance aux réfugiés ouïghours qui sont dans des pays qui ne sont pas nécessairement sécuritaires et qui sont en fuite ou qui se réfugient. On fait beaucoup de travail d'éducation aussi, donc éduquer la jeunesse ouïghour qui sont dans la diaspora pour les aider à comprendre les enjeux dont on fait face aujourd'hui, mais aussi les éduquer à faire du plaidoyer international. Parce qu'on comprend que notre génération vit dans une grande crise en ce moment et que ça doit continuer, le combat doit continuer. Et on fait beaucoup de travail de campagne, donc des campagnes, par exemple, contre des multinationales ou des gouvernements ou des enjeux spécifiques. C'est pas un secret aussi, la Chine contrôle fortement ses médias. Est-ce que ça complique du coup votre travail au sein de votre organisation? Oui, effectivement, avec la propagande, donc la propagande du gouvernement, c'est très difficile pour, justement, à l'intérieur de la Chine, par exemple, d'avoir des alliés de la part des Chinois, par exemple. Donc, les Chinois qui consomment la propagande chinoise à chaque jour, c'est très difficile pour les Chinois de voir la réalité dont on fait face, donc le génocide. Donc, il y a un vrai déni du génocide ouïghour en ce moment à l'intérieur de la Chine, mais aussi à l'extérieur. Si on regarde un peu la réponse de la diaspora chinoise, par exemple aux États-Unis ou en Australie, c'est aussi une continuation de ce déni
parce que même dans la diaspora, ils continuent à consommer cette propagande chinoise. Mais il y a aussi la désinformation, la mésinformation aussi. Donc, c'est vraiment un outil de contrôle pour le gouvernement. Et en fait, c'est même consommé par des pays musulmans, par exemple. Si on regarde un peu la réponse des pays musulmans à travers le temps sur la question ouïghour, ils continuent aussi à perpétrer ce déni, mais aussi de justifier les actions, les politiques chinoises de répression en disant que c'est vraiment un combat pour éliminer le terrorisme ou l'extrémisme. Et donc, c'est vraiment très puissant comme outil. Et aujourd'hui, surtout dans l'ère de l'intelligence artificielle, où on a cette conversation avec ChatGPT versus DeepSeek. Justement, j'ai essayé DeepSeek hier en demandant des questions sur le génocide ouïghour. Et en fait, c'était vraiment, on aurait dit un communiqué de presse de la part du gouvernement chinois, en fait. DeepSeek qui est du coup l'équivalent chinois de ChatGPT. ChatGPT, exact. Donc, je pense que ça devient de plus en plus dangereux parce que le gouvernement chinois essaie de contrôler cette narrative et de le présenter aussi à la communauté internationale. Et en parlant justement de cette influence à l'international, est-ce que vous avez observé des signes de pression chinoise à l'étranger et en Suisse particulièrement? Absolument. Le gouvernement chinois exerce de la pression ou de l'influence partout, surtout si c'est relié à la question ouïghour. Non seulement de la pression sur les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi sur des gouvernements ou des députés. Donc, par exemple, on a beaucoup de députés avec qui on travaille qui ont reçu, par exemple, de la pression directe des ambassades chinoises à l'étranger pour avoir participé à des conférences que nous avons organisées ou avoir publiquement condamné le gouvernement chinois pour leur politique de génocide contre le peuple ouïghour. Donc, on a vraiment, à travers les années, vu cette pression augmenter. Si tu te souviens, en 2021, il y avait eu un groupe de députés de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, qui avaient notamment critiqué le gouvernement chinois pour leur politique discriminatoire à l'encontre des Ouïghours et ils ont reçu des sanctions de la part du gouvernement chinois. Donc, c'est vraiment pour le gouvernement une façon de montrer leur puissance, leur influence, mais aussi de passer un message que le gouvernement peut silencer toutes les personnes, que ce soit des gouvernements, que ce soit des institutions, que ce soit des activistes, qu'ils ont ce pouvoir en main. Et de manière générale, comment tu juges l'attitude des pays dits occidentaux face à cette répression? Donc, depuis 2017, les pays occidentaux, donc notamment les pays de l'Union européenne, mais aussi la Suisse, ont été assez critiques à l'encontre du gouvernement chinois par rapport à leur politique discriminatoire. Je dirais même que c'est les seuls pays qui ont vraiment osé critiquer de façon publique ces politiques génocidaires. Si on regarde, par exemple, d'autres pays donc du Sud global ou même des pays musulmans, ils n'ont pas osé à critiquer le gouvernement, appuyer les activistes. Et même si on regarde au sein des Nations unies, les nombreux débats qui ont eu place au Conseil des droits de l'homme à Genève à travers les années, ce sont seulement des pays occidentaux et peu de pays du Sud global. En Suisse, en tout cas, lorsqu'il s'agit de négocier des accords de libre-échange, on déroule souvent le tapis rouge à la Chine, comme le montre notamment cette vidéo de 2021. Le résultat, c'est qu'au plus haut niveau de la Confédération, certains traitent avec la Chine autoritaire comme si de rien n'était. Voyez notre président Uli Maurer, invité en 2019 à Pékin par Xi Jinping. Alors que la répression contre les Ouïghours bat son plein, il vient apporter le soutien de la Suisse aux nouvelles routes de la soie, un projet chinois de commerce mondial très contesté. Je pense que la Chine va s'ouvrir et que des entreprises suisses vont en profiter.
Les progrès de la Chine sont remarquables. Bien sûr qu'elle a encore des tâches à terminer. Mais on doit traiter la Chine avec l'esprit ouvert et oublier les petites critiques mesquines. On le sait, la Chine, c'est un gros poisson sur le plan économique. À quel point notre dépendance vis-à-vis de l'industrie chinoise freine-t-elle les actions internationales? Je crois qu'elle elle freine énormément parce que quand il y a des accords de libre-échange, notamment à la Suisse et la Chine, la question de droits humains reste une question qui est posée vers la fin de l'accord des négociations, alors que ça doit être au centre des négociations. Parce que comment est-ce qu'un gouvernement comme la Suisse peut avoir un accord de libre-échange sans vraiment regarder les droits humains ou les violations des droits humains qui se passent en Chine. Et ce n'est pas de simples violations de droits humains, c'est un génocide. Et la Suisse a une responsabilité en tant que membre de la communauté internationale, en tant que membre des Nations unies, de se poser des questions avant de mettre ses intérêts économiques en première place. Donc, c'est vraiment, on l'a vu avec la Russie aussi, quand la guerre en Ukraine a éclaté, que tous les pays occidentaux se sont posés cette question. Mais en fait, c'était un peu trop tard parce que la dépendance a déjà été créée. Donc, je pense que c'est vraiment une question à se poser de façon préventive. Mais je crois qu'aujourd'hui, la réalité est que la dépendance économique sur la Chine est très grande. Et dans le contexte où on parle de travail forcé, surtout de travail forcé des Ouïghours, que des compagnies, donc des multinationales qui travaillent avec des manufacteurs ou avec des compagnies chinoises ou même avec le gouvernement chinois, c'est très risqué parce que ils peuvent avoir un lien direct ou indirect avec le travail forcé ouïghour. Donc, je pense que dans ces accords-là, quand il y a des négociations, ça doit être pris en compte aussi. Et justement, sur le sujet des multinationales, on aime bien parler des multinationales suisses ici. Est-ce qu'il y en a qui sont impliquées dans la répression perpétrée à l'égard des Ouïghours? Oui, en fait, il y a quelques années, on avait vu que la banque UBS détenait une part minoritaire dans Hikvision, qui est une compagnie de surveillance, une compagnie chinoise qui fabrique des équipements de surveillance, qui a notamment contribué de façon directe à l'équipement de surveillance dans les camps et même à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, la compagnie chinoise travaille de près avec le gouvernement chinois pour faciliter ce système génocidaire. Donc, on avait trouvé que UBS, la banque suisse, détenait une part minoritaire dans cette compagnie chinoise. Mais aussi, donc récemment, il y a BBC qui a fait une grande enquête sur les produits de tomates qui proviennent de la région ouïghour, qui sont liés au travail forcé. Et donc, Nestlé, qui est donc suisse, achète aussi ces tomates dans la région ouïghour. Il y a un lien avec le travail forcé ouïghour aussi. On arrive gentiment à la fin de ce podcast. Au niveau des mesures concrètes qui devraient être prises au niveau international, c'est quoi ton message? Mon message, c'est que c'est pas trop tard de prendre de l'action. Pour les gouvernements, je dirais les sanctions économiques où ils le peuvent, parce que la Chine est en train de commettre un génocide et continue. De passer des résolutions, que ce soit à Genève ou à New York, aux Nations Unies, pour débattre de cette question, parce que ça fait au moins 7 ans et aucune résolution n'a eu lieu. Pour aussi les compagnies, donc les multinationales qui profitent du système de travail forcé, qu'il ait des conséquences aussi. Notamment, on a vu des compagnies allemandes récemment qui ont quitté la région en raison des liens avec le travail forcé, donc comme Volkswagen et BASF. Mais aussi pour, je pense, le public général aussi d'appeler leurs députés parce qu'ils peuvent vraiment avoir un effet, donc d'appeler leurs députés, de les mener à poser des questions au sein de leur Assemblée nationale ou Parlement, d'écrire à leur gouvernement et aussi aux consommateurs de ne pas acheter des produits ou des marques qui utilisent le travail forcé ouïghour et pour
aussi les gouvernements de mieux protéger la diaspora ouïghour, notamment de la répression transnationale de la Chine par le biais de la surveillance ou de l'harcèlement ou même des cyberattaques. Donc, c'est vraiment de aussi penser à la communauté qui vit à l'extérieur, puis de pouvoir les protéger, mais aussi à la communauté internationale de protéger des réfugiés ouïghours. En ce moment, on a 48 réfugiés en Thaïlande qui risquent d'être déportés en Chine. Ils sont en train de négocier leur déportation avec la Chine en ce moment. Donc, de pouvoir, pour la communauté internationale, de pouvoir les aider, pour la communauté internationale de s'assurer de leur sécurité, puis aussi de qu'ils puissent se rendre dans un pays sécuritaire. Et on espère bien sûr que ce message sera entendu à tous les niveaux. Merci beaucoup, Tsumretai Artkin, d'être venu pour défendre la lutte ouïghour. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter les quelques documents en description d'épisode. N'hésitez pas également à partager l'épisode autour de vous pour faire connaître ce combat. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.